19h30, nous sommes dimanche et vous le savez, tous les dimanches on retrouve pour le 7 Info, la rétrospective de l'actualité de la semaine avec des invités. C'est parti. Deux invités avec moi, Mamadou Abdulkader Traoré du mouvement pour le retour du président Blaise Compaoré. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci de me rejoindre sur ce 7 Info. À vous le merci. Il a été question de réconciliation nationale toute cette semaine et cette semaine également, vous avez marqué le 70e anniversaire de Blaise Compaoré, c'est bien ça. C'est ça. On en parle dans un instant. Avec nous également, Siaka Koulibaly, bonsoir. Bonsoir. C'est une semaine bien chargée qui s'achève. Oui, tout à fait. Alors, déclaration de politique générale, c'était cette semaine, le Premier ministre engage la responsabilité du gouvernement devant le Parlement burkinabé. C'est une déclaration de politique générale sans force détail sur l'action gouvernementale à mener que Christophe Dabiré a livrée à la représentation nationale. Le Premier ministre justifiera cet état de fait par l'absence pour l'heure d'un référentiel de développement qui permet de décliner point par point la vision de son gouvernement. Néanmoins, les grandes priorités sont là. La réconciliation nationale. Une feuille de route n'est pas établie, mais le gouvernement se fixe une échéance. Et lorsqu'il s'agit de parler d'une feuille de route en la matière, laissons la responsabilité à ce ministre d'État qui est en train de faire aujourd'hui des consultations importantes auprès de l'ensemble des représentants des forces vives de notre pays pour qu'ils nous proposent quelque chose pour que nous puissions avancer. Dans tous les cas, le ministre d'État sait que le deadline, c'est que d'ici la fin du premier semestre 2021, la question doit être réglée. La lutte contre l'insécurité et le retour de la paix sont également des questions prioritaires pour le gouvernement Dabiré II. Aujourd'hui, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, il faut que les militaires et les volontaires pour la défense de la patrie fassent leur travail. Maintenant, les forces de sécurité intérieure doivent pouvoir occuper progressivement le terrain libéré par les militaires de manière à ce que nous puissions assister à un retour volontaire des personnes déplacées internes dans notre territoire. Ce programme existe, il est en train d'être déployé à l'heure actuelle et nous pensons que nous pouvons avoir dans un bref délai un certain nombre de résultats par rapport à cela. Pour la première fois, le gouvernement n'écarte pas officiellement l'idée de négocier avec les terroristes. Les négociations avec les terroristes, nous ne disons pas que le Burkina Faso est contre, parce que même les grands pays, et dans les pays tels que l'Afghanistan, etc., en sont arrivés à un moment ou à un autre à s'asseoir autour d'une table avec les terroristes pour essayer de trouver des solutions aux attaques terroristes dans les différentes régions. Et comme le dit quelqu'un, toutes les grandes guerres se sont terminées autour d'une table. Cela veut dire que si nous voulons sortir de cette situation, tôt ou tard, il faudra que l'on réfléchisse sur la possibilité, si nous connaissons de façon claire et nette les responsables de la situation que nous connaissons aujourd'hui, que nous puissions engager éventuellement des discussions avec ces gens-là pour leur dire, passez-moi l'expression, de nous foutre la paix pour qu'on puisse continuer à travailler pour le développement de notre pays. Le Premier ministre annonce également une administration du territoire national axée sur la planification. Cela devra se traduire par l'adoption d'une loi de programmation de l'administration du territoire et l'adoption d'un nouveau code des collectivités territoriales. En ce qui concerne les questions de la jeunesse, une fusion des différents fonds est annoncée par le gouvernement. Et quand vous prenez certains fonds même aujourd'hui, ce sont des fonds sans fonds, c'est-à-dire des fonds sans ressources. Vous prenez le FEJ aujourd'hui qui finance les gens, les jeunes, sans garantie, n'a plus de ressources comme ça pour financer les jeunes. Donc on peut fusionner les fonds et puis ne pas avoir de ressources pour accompagner les gens. La solution n'est pas la fusion. La solution c'est d'allouer donc des ressources conséquentes pour accompagner les jeunes. La solution c'est de mettre des mesures souples pour sauter les questions de garantie et pour permettre l'accessibilité donc de ces fonds à l'endroit des jeunes. La solution serait donc de banaliser le marché pour que les jeunes entreprises puissent émerger. Dans sa déclaration, le Premier ministre a évoqué un probable report des élections municipales de mai prochain afin d'opérer des réformes. On prévoit notamment le redécoupage du territoire national.
Chaka Koulibaly, déjà sur la question sécuritaire, le Premier ministre dit que toutes les grandes guerres finissent autour d'une table. Finalement, il semble ne pas exclure la question de la négociation. Pourtant, la ligne du président était claire pendant la campagne présidentielle. Oui, c'est vrai. Le président avait pris cette option pendant la campagne présidentielle. Mais si le Premier ministre l'affirme comme ça lors de son discours de politique générale, même si c'est lors de la phase des questions-réponses, on peut considérer que c'est un infléchissement de l'option adoptée par le chef de l'État. Et d'ailleurs, on avait estimé à l'époque que cette position du chef de l'État était quelque peu fermée et que, d'une certaine manière, il y avait peut-être un manque de réalisme, étant donné que toutes les options permettant d'aboutir à la résolution finale de la question terroriste devaient être envisagées d'une manière ou d'une autre. Donc, le fait de dire qu'on ne négocie pas à un moment donné de la lutte, c'était, je pense, une position maximaliste. Maintenant que le chef du gouvernement l'exprime publiquement dans un exercice solennel de cette envergure-là, je pense qu'on peut considérer qu'il y a une nouvelle volonté politique qui est en train de s'exprimer. Il s'agira maintenant de voir dans le déploiement de l'action gouvernementale à quel niveau cette démarche d'inclure la dimension négociation va se déployer. Est-ce que c'est la sécurité? Est-ce que c'est la défense? Est-ce que c'est la réconciliation? Encore faut-il qu'on ait des précisions là-dessus. Et comme le chef du gouvernement a dit que ce discours n'est pas, disons, la planification, et que la planification viendrait par le référentiel national de développement, donc on verra bien dans cet outil comment cette idée qui vient d'émerger va se déployer en action. Toujours est-il que déjà, il a annoncé une stratégie nationale. Hein, il a annoncé une stratégie nationale de sécurité et aussi pour la réconciliation également, il y aura un document de cette nature-là. Peut-être qu'ils vont agencer les actions à ce niveau de sorte à pouvoir matérialiser l'idée. Comme il a dit dans son développement sur cette question, très certainement, à certains moments de l'action entre 2016 et aujourd'hui, il y a peut-être eu des tentatives de discuter avec les groupes armés, soit par l'initiative de ces groupes, soit par l'initiative du gouvernement, ou par des tiers aussi, c'est possible. On pense aux institutions internationales de développement qui peuvent envisager cela, notamment la Croix-Rouge, le PNUD, etc. Donc, je pense que le fait d'inclure cette dimension de la lutte, c'est une option réaliste. Je m'attendais à ce que ça vienne par peut-être le G5 Sahel, qui a une approche plus globale de la question du terrorisme, qui avait envisagé la lutte armée et le développement comme les options de la résolution du terrorisme, et que peut-être cette dimension de développement peut se poursuivre par cet aspect de négociation. C'est vrai qu'il a encore affirmé justement la collaboration dans le cadre justement du G5 Sahel. Voilà. Parlons de la réconciliation qui a occupé une bonne partie de sa déclaration. On voit là clairement que des idées sont avancées, comme on l'a dit, un processus quelque peu déjà dégagé partant des concertations avec l'ensemble des forces vives de la nation. Même si le discours qui revient permanemment au sein de l'opinion, ce qu'on a l'impression, c'est que c'est un processus qui, en vérité, ne prend pas en compte l'ensemble des acteurs et qu'on est dans une histoire d'acteurs politiques, tout simplement. Mais il a dit qu'il faut une concertation large avec l'ensemble des forces vives qui devrait par la suite aboutir à un forum national sur la réconciliation nationale et par la suite, justement, un document clair qui permet de dégager la feuille de route par rapport aux questions pratiques de la mise en œuvre de cette question. Oui. Personnellement, je ne trouve pas suffisamment d'éléments, de matière pour justifier le scepticisme vis-à-vis de la réconciliation, puisque tout ce qui a été annoncé jusqu'à présent, pour moi, ça va dans le bon sens. Ça veut dire qu'il y a suffisamment de dispositions pour qu'on puisse espérer que cette réconciliation sera la bonne.
après certaines tentatives qui ont eu lieu. Est-ce que ce n'est pas parce que les acteurs en charge de la question actuellement n'affirment pas suffisamment toute l'étendue de la question? Est-ce que ce n'est pas ce qui fait que les gens ont l'impression qu'on est encore d'aller vers une réconciliation entre acteurs politiques, tout simplement? Mais c'est normal parce que le ministère ayant été généré à partir de rien, parce qu'il n'y avait pas du tout de prémices, peut-être le Ashkroun, mais le Ashkroun ne fonctionnait pas comme une institution gouvernementale. Donc, il faut peut-être donner le temps au nouveau ministre d'État, au moins de présenter sa stratégie. Même si elle n'est pas exhaustive, au moins les grandes lignes doivent être présentées, soit sous forme d'un document, soit sous forme d'une déclaration. Pour certains, les concertations déjà engagées, ça donne une idée de déjà-vu. Les concertations permettent de collecter les données nécessaires à la formulation de la stratégie. Donc, en faisant les concertations, ils montrent que, d'une part, l'idée que la réconciliation serait seulement celle des politiciens n'est pas juste, parce qu'on va au-delà de cela. Et je pense qu'hormis sa rencontre avec Simon Compaoré, il n'y a pas encore eu de grande rencontre avec les acteurs partisans. Il y a eu plus de rencontres avec les acteurs sociaux, les OSC, les mouvements, etc., qu'avec les acteurs partisans. Donc, il veut démontrer qu'il ne s'agit pas seulement d'un processus qui va inclure la résolution des grandes questions politiciennes. Mais on va au-delà de cela. Mais il ne peut pas aussi, seulement à travers les interviews qu'il donne aux médias, expliquer toute la stratégie. Comme ça, ce serait assez difficile de le faire. Peut-être qu'il n'affirme pas suffisamment que la question judiciaire sera au cœur de sa démarche. Oui, mais ça, on n'a peut-être pas besoin... Bon, je parle en tant qu'ayant peut-être réfléchi assez à cette question de réconciliation, mais on n'a même pas besoin, en fait, d'en faire une... La justice suit son cours, normalement. La justice suit son cours, d'une part, mais même si on en venait à adopter une approche de la justice qui sorte de la justice classique, il faut que ce soit consensuel. Donc, lui, il ne peut pas tout de suite trancher sur cette question de la justice de sa propre initiative. Comme il a dit, c'est une approche participative qu'il est en train de mettre en œuvre, une méthodologie ouverte à plusieurs acteurs. Donc, il lui faut quand même collecter les avis des acteurs avant de pouvoir même faire une proposition de stratégie. Donc, c'est pour ça qu'il est obligé pour le moment de laisser courir l'opinion, peut-être ne pas laisser courir trop longtemps, mais en tout cas, il y a un moment où il faut le faire, de sorte qu'au moment où il va faire des propositions, que ces propositions-là rassemblent le maximum possible de satisfaction. Et je crois que cette approche est la meilleure. Mais en réalité, l'opinion s'émeut sur un certain nombre de préoccupations, mais il y a des aspects sur lesquels il faut veiller pour que le processus cette fois-ci, ne soit pas un échec. C'est, par exemple, d'empêcher que les facteurs négatifs qui sont à l'origine des crises que nous avons connues ne viennent encore une fois phagocyter ce processus de la réconciliation. Et ce n'est pas exclu du tout. Il y a la bureaucratie. Le fait, par exemple, de monter une équipe de son département qui soit encore ces mêmes acteurs qui végètent dans les administrations, qui ont déjà roulé leur bosse là-dedans, qui sont plus préoccupés par leur propre perspective que celle donc de l'intérêt général. Ça, c'est un premier obstacle important qu'il faudrait veiller à ce qu'il ne reproduise pas dans sa démarche. Il y en a qui pensent déjà que le leadership, justement, de ce processus, porté par un politique, ça peut poser déjà problème. Oui, ça pose problème dans une certaine mesure. Je le pense, mais c'est dans une certaine proportion. Mais la personnalité qui a été choisie, à mon sens, est suffisamment forte pour contrebalancer ces biais, si on peut l'appeler ainsi, de l'acteur politique, qui va en tout cas tirer les choses toujours dans son sens. Et c'est ça, là où on verra, s'il est capable de surmonter, comme je l'ai dit, les obstacles. Parce que justement, ce n'est pas une question ici de personnalité, de leadership, qu'une question de profil politique ou pas. Voilà. On aurait pu confier, je ne sais pas moi, à un homme politique, mais s'il n'a pas la personnalité nécessaire... Voilà. Pour résister aux facteurs, comme je l'ai dit, les pathologies qui ont gangréné la vie publique nationale, la gouvernance, et qui ont généré toutes ces crises, ces injustices, ces inégalités, il faut arriver à résister
à ces forces C'est d'inertie. peut-être là aussi qui fait les soucis au niveau du Hachkroun. Mais bien sûr, le Hachkroun, à mon avis, avait un mandat, mais n'ayant pas cette vocation à être une institution, je dirais, d'exécution, a eu cette insuffisance-là, de ne faire qu'un travail de proposition d'une part et, disons, de collecte des cas. Et c'est ce que le Hachkroun a fait. On a juste à leur actif, par exemple, des débuts de solutions pour les personnes radiées en 2011, les services, les agents de sécurité militaires et policiers qui ont été radiés. Ils ont eu effectivement des acquis à ce niveau-là. Mais je veux dire au plan global, sur la réconciliation, parce que la réconciliation fait aussi partie du mandat du Hachkroun. Le R existe dans le Hachkroun. Donc on aurait pu s'attendre, et je l'ai dit aussi un certain nombre de fois, à la proposition d'une démarche, par exemple, même si elle n'est pas actée dans une institution, dans une action gouvernementale, ne serait-ce qu'avoir un document de définition. Je crois que le Hachkroun a d'ailleurs un rapport à produire et à soumettre. Donc on verra bien. Démarche, et ça peut alimenter aussi le travail qui est en train d'être fait par le ministère d'État actuellement. Donc c'est pour dire que c'est un travail qui est assez complexe pour éviter de retomber dans les vieux démons. Et il y a des précautions quand même à prendre. Et il vaut mieux ne pas se précipiter et se retrouver dans les erreurs du passé que de prendre le temps de déblayer ce processus-là, afin qu'il serve au pays, parce qu'à mon avis, le pays en a grandement besoin. Parce que, justement, tout est peut-être dans le discours. Les gens ont besoin d'être rassurés qu'on n'est pas en train de sacrifier la dimension justice dans cette affaire de réconciliation. C'est peut-être là qu'il faut suffisamment rassurer au niveau de l'opinion. Un point sur lequel je peux m'aventurer dans l'action qui va suivre, c'est qu'au moment où le ministre d'État aura mûrement réfléchi aux grandes lignes de sa stratégie, même si elle n'est pas tout à fait complète, il y aura au moins des grandes conférences qui vont se dérouler, qui vont permettre d'exposer la stratégie qui est en train d'être mise en place et en même temps de recueillir les inquiétudes des uns et des autres afin d'y répondre directement. Donc, à partir du moment où cela est possible, je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter outre mesure, parce que la question de la justice, à mon avis, ce n'est pas seulement une question gouvernementale, c'est une question des sociétés. Et tous, nous devons donner notre point de vue pour savoir pourquoi, jusqu'à présent, cette justice-là, qui reçoit quand même assez de moyens, même s'il faut encore faire des efforts à ce niveau, pourquoi elle est aussi éclectique. Je veux dire, pourquoi elle est sélective. Parce que la sélection, on est obligé d'en parler. Il y a des dossiers qui sont traités avec diligence, pendant que d'autres mettent du temps ou sont traités avec... il y a des gens qui ont été mis à la Mako et au bout de 2 mois ont été remis en liberté, tandis qu'il y en a qui sont emprisonnés depuis longtemps, qui n'arrivent même pas à avoir des permissions. Donc, il faut qu'on puisse poser ces problèmes sur la table une bonne fois et à côté des questions de moyens dont parlent les acteurs de la justice, aussi voir sur le rendu de cette justice-là. Et pour moi, la justice, non seulement elle doit être prise pour traiter les situations qui sont survenues, les crimes de sang et les crimes économiques, mais elle doit elle-même être posée comme une problématique aussi de la crise permanente que le Burkina Faso vit. Pourquoi nous avons une justice qui ne fonctionne pas? Parce que nous savons que sans justice efficace, il n'y a pas d'état de droit. Et c'est dans ce sens aussi que le Premier ministre, dans sa déclaration de politique générale, a estimé qu'ils feront en sorte que la justice ait les moyens pour mettre justement en œuvre ces assises de 2015 sur la justice. Il y a effectivement quelque chose qui en est sorti. Il faut juste simplement mettre en œuvre cette feuille de route. On a tous convenu que le pacte du renouveau de la justice était un bon document, était une avancée importante. Il y a quelques éléments emblématiques qui ont déjà été mis en œuvre. Par exemple, la séparation de l'exécutif du judiciaire, ça a été acté, puisque aujourd'hui, le chef de l'État ne préside plus le Conseil supérieur de la magistrature. Ça, c'est un des aspects du pacte de renouveau de la justice. Maintenant, il y a des moyens à mettre à la disposition des acteurs. Dont les magistrats et les acteurs de la justice ont fait cas, effectivement, ça pose problème. Je pense qu'eux-mêmes, peut-être, ont dû se laisser convaincre par les difficultés budgétaires qui ont fait qu'on n'a pas pu satisfaire à toutes leurs demandes, notamment les moyens d'action qui font qu'il y a la lenteur de la justice, il y a des cas qui s'accumulent et qu'on n'arrive pas, parce que le juge est tout seul parfois, avec des centaines et des centaines de dossiers. On aurait pu recruter
des juges auxiliaires ou des assistants parmi les jeunes qui chôment aujourd'hui, qui disposent donc de connaissances en droit, pour faciliter le travail des décisions des juges. Donc tout ça, ce sont des perspectives. Il faut pousser pour que ça se fasse. Et voilà. À Zignaré, l'engagement du gouvernement pour la réconciliation nationale résonne. On y voit surtout un espoir de retour au pays de l'ancien président Blaise Compaoré. Une bougie de plus pour l'ancien président Blaise Compaoré ce 3 février. Cette célébration des 70 ans de l'ancien chef d'État du Faso, ici à Zignaré, sa ville natale, est à son honneur. Pour le comité d'organisation, toute action pouvant favoriser le retour de Blaise Compaoré au Burkina Faso dans la paix et la cohésion sociale est à saluer. Nous demandons au président du Faso de tout mettre en œuvre pour que la réconciliation nationale qu'il a annoncée lors de la campagne électorale soit effective, afin que les Burkinabés se réunissent à nouveau pour se consacrer au développement du pays. Nous sommes contents du choix de Zéphirin Diabré comme ministre chargé de la réconciliation nationale. Tous nos vœux de succès l'accompagnent. Nous avons été reçus par le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale qui est M. Zéphirin Diabré. Il nous a écoutés, il nous a entendus et il y a toujours des pourparlers pour voir la question du retour du président Blaise Compaoré des exilés politiques dans une dynamique de réconciliation nationale. C'est un moment de joie pour ses proches amis, mais surtout pour Antoinette, la sœur de l'ancien chef d'État en exil depuis 5 ans. Œuvrons ensemble, prions afin que l'Éternel, Dieu Tout-Puissant, apaise nos cœurs, qu'il facilite le retour du président Blaise Compaoré et des exilés chez eux au Burkina Faso. Citoyens libres dans la réconciliation et la paix. Construisons une paix juste pour tous les Burkinabés. Un pays où il fera bon vivre, ce havre de paix ouvert à tous les Africains. Que la liberté règne dans notre pays. Pour les organisateurs de l'anniversaire, après 27 ans de règne à la tête du pays, à œuvrer pour la démocratie et le progrès, Blaise Compaoré mérite d'être témoin d'une année de véritable réconciliation nationale. Une année qui annonce une véritable réconciliation nationale et tous ici, nous avons fait le vœu de célébrer le 71e anniversaire avec la présence de Blaise Compaoré dans cette cour le 3 février 2022. Tel est le souhait pour ces jeunes ressortissants de Zignaré, une ville située à plus de 30 km de Ouagadougou. Au cours de la célébration, le comité d'organisation a offert un présent au président Blaise Compaoré. Mamadou Abdelkader Traoré est le coordonnateur du mouvement pour le retour du président Blaise Compaoré. Bonsoir. Bonsoir, M. Gabriel. Là, on voit clairement que plus que jamais, vous avez l'espoir que ça va se concrétiser, ce retour. Plus que jamais, nous avons toujours gardé espoir depuis le départ en 2014 et jusqu'à nos jours, là, nous avons toujours espoir sur la question du retour du président Blaise Compaoré et des autres exilés politiques. Et là, on voit clairement à travers cette manifestation que votre vision de la réconciliation nationale, c'est une affaire, encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'acteurs politiques. Vous voyez une affaire où on permet à l'ancien président de rentrer au pays. Notre affaire, notre lecture, notre lecture faite sur la réconciliation nationale ne se résume pas sur le président Blaise Compaoré et les autres exilés. Parce que nous avons suivi, nous félicitons d'abord et nous remercions le président Roch-Marc Christian Kaboré de l'engagement fort qu'il a pris sur cette question de réconciliation nationale. Parce qu'il faut noter que depuis 6 ans, nous nous battons pour cette question de réconciliation nationale. Aujourd'hui, nous avons été entendus en plus de tous les acteurs politiques et les organisations de la société civile qui sont battus sur la question de réconciliation nationale. Et aujourd'hui, nous pouvons noter qu'il a créé un ministère d'État chargé de la réconciliation qui nous a même reçus dans le cadre de la réconciliation. En tout cas, un ministre auprès du président du Faso, qui nous a reçus dans le cadre de la réflexion sur la question de réconciliation nationale. Alors, pour nous, la réconciliation nationale est une tribune qui permet aussi aux victimes de s'exprimer publiquement sur les torts et les dommages qu'ils ont pu subir. Et de 1960 à nos jours, le président Roch-Marc Christian Kaboré l'a dit, et aussi permettre aux bourreaux, notamment ceux-là même qui ont fait des exactions, de reconnaître leurs actes et d'aller au pardon patriotique et vers une justice équitable qui va permettre aux Burkinabés et nous-mêmes
de connaître la vérité sur beaucoup de dossiers dont nous ignorons aujourd'hui pour l'histoire du Burkina Faso et pour notre propre histoire. Donc, le retour du président Blaise Compaoré et des exilés politiques. Quand nous parlons des exilés politiques, il y a 35 exilés politiques que nous avons recensés. Et il y a pas mal, aujourd'hui, on peut noter 7 exilés politiques qui ont des dossiers emblématiques en justice et tout le reste des exilés politiques ont un dossier collectif de l'insurrection populaire. Alors, aujourd'hui, notre lecture faite sur la question de réconciliation nationale, nous avons travaillé à cette question de réconciliation. On va citer le président lui-même qui a créé le HCOUN, qui a travaillé depuis bien longtemps sur la question de réconciliation. On va citer les sages de l'appel de Maniga qui ont fait une réflexion et même proposé une feuille de route. Nous avons participé, j'ai vu aussi naître et où nous avons même milité l'équipe de Safiatou Lopez, les Pascal Zaïda et les Marcel Tankwano qui sont même des insurgés qui ont accepté, prôné pour la réconciliation nationale. Aujourd'hui, la réconciliation dont nous voyons est un sujet politique, comme vous l'avez dit, mais à caractère sociétal. La réconciliation émane des prérogatives du gouvernement en place et du président Roch Marc Christian Kaboré de mettre en place les bases et de suivre l'évolution de la réconciliation et de l'exécuter, travailler à la réussite de cette réconciliation. Mais le caractère sociétal de cette réconciliation émane forcément de l'implication de toutes les forces vives de la nation. Ces structures que j'ai citées, notamment le HCOUN et d'autres organisations de la société civile, ont même proposé des feuilles de route et leur vision de la réconciliation nationale. Donc je pense aujourd'hui que le travail de Zéphirin Diabré, ministre d'État auprès de la présidente chargée de la réconciliation nationale, n'est pas un travail lourd à faire. La lourdeur de ce travail, de l'autre côté, est la question de justice. Parce que là, justement, depuis que le processus est lancé, on a l'impression que ce sont les acteurs de la société civile qui réclament le retour des exilés, qui sont plus en activité. Alors, le retour des exilés, quand on parle de réconciliation nationale, c'est une question inclusive qui concerne tous les fils du pays, étant en exil à l'extérieur ou sur le territoire burkinabé. Alors, la question de réconciliation concerne et les exilés politiques et ceux qui ont subi des dommages aujourd'hui, et notamment de l'insurrection populaire, les affaires d'exaction de Ban, de Caen, de Tanwalbougou. Il n'y a pas non plus que la justice, justement. Il y a aussi les Burkinabés entre eux-mêmes, entre communautés, etc., qui ont besoin de ça. Il y a aussi, par exemple, le dialogue social. Ça peut être un élément de la réconciliation et de la cohésion sociale. Mais bien sûr, il faut tenir en compte tous ces facteurs-là. Parce qu'il y a effectivement ceux qui parlent de retour des exilés politiques. Oui. Il y a ceux-là qui pensent que la réconciliation, c'est avant et surtout une affaire de justice. Oui. Mais en vérité, chaque entité essaie de tirer la couverture sur soi. Finalement, Siaka Coulibaly, si bien qu'on se demande si il ne faut pas véritablement avoir une définition claire de ce qu'on entend, du contenu de cette question, finalement. Oui, c'est clair. C'est ce que nous disons assez souvent. Il faut qu'on propose le champ réel de la réconciliation et de la cohésion sociale. Bien heureusement, dans la définition du ministère d'État, il a été englobé la dimension réconciliation qui pourrait concerner effectivement ces passifs de violence politique, mais aussi la cohésion sociale qui va inclure cette dimension de relations entre les groupes, de questions interpersonnelles. Comment est-ce que le Burkinabé se profile d'un point de vue psychologique dans son rapport avec les autres. Je pense, avec la réflexion, que cette dimension également doit être touchée afin que, dans le fonctionnement de la société, on cesse de générer des crises permanentes. Et cette question, peut-être que ça va être pris en compte par les visions du ministre d'État, mais je pense que c'est fondamental que cette dimension soit inclue à côté donc de ces questions urgentes de passifs politiques, de violences politiques, aussi, comment on structure, comment on réorganise la société burkinabé, de sorte qu'elle génère le moins de crises possibles. Fort heureusement, dans la volonté politique du chef de l'État, il y a cette partie qui termine, qui dit que ce que nous allons léguer à la postérité. Donc, pour qu'on puisse léguer quelque chose de positif à la postérité, il faut dépouiller des éléments qui causent toutes ces crises-là.
à mon avis. Quand bien même le président de Faso a été clair durant toute la campagne présidentielle que la réconciliation n'exclut pas la justice, on voit qu'il y a une persistance de cette opinion, d'une certaine opinion, qui pense qu'on est en train d'aller vers justement ce sacrifice de la justice. Il est très important d'évoquer au fait cette question de justice-là. Nous ne pouvons pas aller à la réconciliation sans la justice. Et la justice dont nous prônons dans notre coordination et notre vision de la chose, là, c'est une justice équitable. Ce n'est pas une justice aux ordres politiques et politiciennes. Nous avons vu le procès bâclé de Putsch Manqué, on va le dire de façon honnête et claire que c'est un procès qui a été bâclé aux ordres des politiciens. Nous avons vu les dossiers pendant et nous avons vu la justice militaire juger le dossier de Putsch Manqué, laissant le dossier de l'insurrection populaire qui est venu après. Alors, donc, aujourd'hui, et quant aux exilés politiques dont nous sommes en contact avec, s'il s'agit de les garantir une justice équitable, et demain matin, ils vont manifester leur intérêt à cette réconciliation nationale. Sinon, par ailleurs, faire venir les exilés... Est-ce qu'il y a des soucis à ce niveau sur la question de la justice équitable? On a clairement dit ici la séparation des pouvoirs, et puis bon, le président de Faso semble avoir donné cette garantie. Eh bien, il y a toujours de l'influence politique. La justice est sous le couvert du président du Faso. C'est à lui de manier comme il veut. La justice, mais, évidemment, nous avons vu le procès de Putsch Manqué. Et c'est lui qui a interagi pour cela. C'est un procès qui a été bâclé. Oui, on sait que la justice militaire, c'est tout autre chose. Hein? Oui. Mais, et les dossiers de l'insurrection populaire qui traînent depuis 2014. C'est vrai qu'on a du mal à comprendre pourquoi le dossier de Yirgou, nous avons constaté 210 morts. Le dossier de Yirgou, justement. Voilà, qui traîne toujours dans les tiroirs. Et pourquoi? Il faut attendre la réconciliation nationale pour pallier, pour évacuer ces dossiers-là. Il y a plus de 1000 dossiers qui traînent dans les tiroirs de la justice nationale du Burkina Faso. Ça a été dit, et il y a 4 morts, je crois, oui, aujourd'hui. Et pourquoi ces dossiers emblématiques traînent? Et aujourd'hui, on ne devait même pas parler de réconciliation dans le cadre du président Blaise Compaoré, du dossier Thomas Sankara. On devait être en train de parler d'autre chose. Les verdicts devaient être tombés. Quand il était au pouvoir, les gens disaient quoi? C'est lui qui bloquait le dossier et tout ce qui s'ensuit. Roch est à son 2e mandat. Aujourd'hui, le dossier ne bouge d'un iota. Alors, il faut nous garantir l'équitabilité de la justice pour permettre aux exilés politiques, puisque la formule de la réconciliation nationale n'est pas seulement la recherche des bourreaux. Ce qui est plus important pour nous, jeunesse, aujourd'hui, c'est de connaître la vérité pour l'histoire de ce pays-là et l'histoire pour nos enfants. On veut connaître la vérité. La justice, d'accord, mais la vérité d'abord. Il faut que ceux qui ont été victimes sachent pourquoi ils ont été victimes, comment ça s'est passé et le pourquoi. C'est ça qui est plus important. On ne souhaite pas dérober quelqu'un de cette justice-là parce que nous sommes tous des Burkinabés. Roch, aujourd'hui président du Faso, Blaise Compaoré était un ancien président. Roch est appelé à être un ancien président bientôt dans 4 années, dans 5 ans, voilà, on peut le dire. Donc le sort que le président Compaoré aujourd'hui et les exilés politiques, et ceux même des victimes de l'insurrection populaire des dossiers pendant de 1960 à nos jours là, et sont en train de subir là, il est très important qu'ils connaissent la vérité. C'est la vérité qui est plus importante pour nous aujourd'hui. Et ensemble, il y a un processus, puisqu'il y a le HASCON qui a des dossiers, il y a les sages de l'appel Manega, il y a la CODER qui a proposé. Il faut une conciliation de toutes ces idées-là et de la société civile pour produire quelque chose qui va aller à l'aspiration du peuple burkinabé, une feuille de route que le ministre d'État va nous proposer. Seka Coulibaly, dans cette affaire, c'est que j'ai l'impression que le plus dur du travail du ministre d'État, Zéphirin Diabré, c'est surtout arriver à convaincre une partie de l'opinion qui semble braquer. Oui. Et pour moi, il sera difficile. Sa bonne foi. Il sera difficile de lever toutes les inquiétudes dès maintenant, étant donné que la réconciliation s'appréciera aux résultats qu'elle va générer. Donc, et pour qu'elle génère des résultats, ce sont les contributions des différentes forces qui vont permettre que les résultats soient bons. Donc, je pense que le travail du ministre d'État, c'est plutôt d'arriver à convaincre les différents acteurs que ce processus peut leur permettre de faire prévaloir leur point de vue également. Parce que le final, Zéphirin Diabré ne peut pas vous dire aujourd'hui quel sera le final. Puisque c'est un processus humain qui va être mis en œuvre, notamment un forum. Le chef de l'État en a parlé, le ministre d'État en a parlé, le Premier ministre l'a répété lors de son discours de politique générale. Il y aura un forum. Et ce forum, on ne peut pas aujourd'hui décliner déjà
les résultats qui vont sortir du forum. Puisque ce sont les participants au forum, le travail du ministère d'État, ça va être d'identifier convenablement les acteurs qui sont indispensables et réussir à les faire participer. Les convaincre de participer au processus, justement. Sinon, les opinions, on peut les laisser évoluer. D'ailleurs, il serait bien qu'elles soient canalisées, de sorte à constituer des sortes d'alerte aussi au ministre d'État pour veiller à tel ou tel aspect des choses. Mais le final, il ne peut pas donner les résultats aujourd'hui, puisque c'est un résultat qui doit venir d'une démarche participative. Alors, pour ce qui concerne peut-être la justice, pour que les opinions continuent, il serait peut-être bon de prendre en considération toute la dimension de cette justice-là. Aussi bien les moyens que réclament les acteurs de la justice à travers leurs différents syndicats, et en se basant sur le pacte du renouveau de la justice, mais aussi y répondre aux questions pourquoi la justice aujourd'hui n'arrive pas à résoudre certains cas. Et si, par exemple, le ministre d'État a déclaré que lors du forum, il va être demandé solennellement aux acteurs de la justice, je parle de ceux qui décident, dont les organisations, c'est le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature, et les syndicats, et non pas le ministre. Parce que le ministre est chargé d'administrer, de mettre la logistique en place, les carrières des magistrats, etc. Mais la justice, ce que nous attendons par la justice, c'est ceux qui décident, ceux qui s'asseyent, les magistrats du siège donc, et leurs auxiliaires, ce sont eux qui décident. On peut les amener à nous expliquer pourquoi il y a tel cas qui sont restés pendant longtemps. Pourquoi il y a Yirgou qui traîne, pourquoi il y a le dossier de l'insurrection qui traîne, pourquoi il y a le dossier Thomas Sankara qui traîne, le dossier Nerbo Zengo. Tout simplement. Si cette prise de position politique est faite, je pense que ça va convaincre beaucoup que déjà on est sur la bonne voie et que le reste, ça dépendra des acteurs qui vont tous s'y mettre pour qu'au final on ait cette réconciliation et surtout cette cohésion sociale que l'on cherche tant. Surtout aussi laisser le processus déjà engagé au niveau de la justice suivre son cours. Bien sûr, mais le dossier Sankara est bien en cours. Institutionnellement, aujourd'hui, il est impossible d'arrêter le cours de la justice. Il n'y a pas un mécanisme qui permette d'arrêter un procès qui est en cours ou une instruction qui est en cours. Il n'y en a pas. C'est pour ça qu'on s'interroge sur pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi il n'y a pas de résultats jusqu'à aujourd'hui. Parce que, normalement, du point de vue des textes qui existent, les juges ont toute la latitude. Là, on peut maintenant en venir... La justice à son temps. On peut venir à la dimension où on sait que, malgré l'existence des garanties institutionnelles prévues dans les textes, il y a quand même des influences occultes, c'est-à-dire qui ne sont pas visibles de tous, qui opèrent. Et pour moi, la réconciliation doit identifier ces sources d'inertie, les adresser et proposer des solutions pour que ça ne se reproduise plus dans le futur, même si on est d'accord qu'il faut effacer le passif d'une manière ou d'une autre. Mais pour le futur, il faut veiller à ce que ça ne se reproduise pas. Et ça aussi, c'est un des enjeux de la réconciliation nationale, sur lesquels on veillera. On fera ici le bilan à tout moment, pour voir est-ce qu'on est en train d'aller dans ce sens ou pas. Si les forces d'inertie réussissent à phagocyter le processus de la réconciliation, ils vont d'abord envoyer des acteurs qui vont empêcher que la réflexion même ne se mène en allant dans ce sens-là. Et au final, on aura un grand rassemblement qui va saupoudrer les questions, donner des généralités, des théorisations, et finalement, on n'y prendra pas les décisions qu'il faut pour faire avancer le pays. Alors, Abdelkader, vous êtes d'accord donc qu'il faut faire avec la justice classique dans ce processus de réconciliation nationale. Et peut-être qu'il faut tout simplement, surtout pas parler de justice transitionnelle, parce que pour certains, justement, la peur à ce niveau, ils ont l'impression que tout ce processus, ça veut conduire vers cette justice transitionnelle qui serait une façon, justement, de ne pas faire rendre la justice. En fait, ce qui est très important sur ces questions de justice-là, transitionnelle et classique ou pas, et nous voulons connaître la vérité sur des dossiers. Si la justice classique peut être garantie aux yeux de tous les Burkinabés, étant exilés ou non exilés, je pense que ça ne posera pas de problème. Si on condamne quelqu'un à 50 ans de prison ou à perpétuité pour des faits qu'il a réellement fait, sans ordre de politicienne, dont nous allons accepter, nous allons retenir ça pour l'histoire de Burkina Faso. La justice transitionnelle est aussi
un moyen, une justice exceptionnelle dans une situation exceptionnelle qui est une situation de réconciliation nationale, où ici est aussi une justice qui est réellement la bienvenue. Nous avons vu en Afrique du Sud et au Rwanda, ils se sont beaucoup plus prononcés sur la justice transitionnelle. Mais dans tous ces facteurs-là, ce qui est très intéressant, c'est pas le ministre d'État chargé de la réconciliation nationale qui va proposer la justice classique ou la justice transitionnelle. C'est la conciliation de toutes les idées des forces vives de la nation qui vont, le collège qui va réfléchir sur ça pour faire sortir une feuille de route qui va se prononcer à ce sujet-là. Encore une fois, l'enjeu, le défi, ça sera à ce niveau, les forces vives. Le terme, il est là, c'est bien beau, mais qui va constituer ces forces vives? Comment faire en sorte que certains ne soient pas laissés sur le carreau? Parce qu'après, on va envoyer d'autres problèmes, parce qu'on a encore en mémoire cette tentative de réconciliation de 2001, je crois. Oui. C'est vrai que c'est l'un des aspects les plus difficiles à résoudre à l'heure actuelle, parce que précisément, la dimension cohésion sociale pose problème à cause donc de l'action de certaines des forces qui existent et qui agissent. On peut identifier les acteurs qui sont pertinents pour le dialogue qui va permettre donc de faire la réconciliation, mais il faut en même temps empêcher que certaines dynamiques qui ont tendance à phagocyter les mécanismes institutionnels n'arrivent également à agir et à phagocyter ces processus-là. À mon avis, c'est comme en médecine. Vous prenez un malade, il y a ce qui peut lui donner de la force pour se relever, mais il faut surtout éliminer les virus qui attaquent son organisme. Si on prend le Burkina Faso comme un organisme, voilà. Comme on prend le Burkina Faso comme un organisme, il est malade parce qu'il y a des virus qui l'attaquent. Quels sont ces virus-là? Il faut faire des examens de sang, des examens de salive, des examens de sel, tous les examens nécessaires, et on pose un diagnostic sur la table. On dit, voici ce dont souffre le Burkina Faso. Pour soigner les maladies liées au sang, les maladies liées aux muscles, etc., voici les potions qui pourraient aider à cela. À mon avis, la démarche, si elle n'est pas faite ainsi, on va prendre un malade qui a des problèmes de cœur, on va soigner ses orteils, et au final, le malade sera toujours malade. Et c'est ce qui risque d'arriver si cette réconciliation n'aboutit pas. En tout cas, c'est un ensemble. Et il y a aussi ces familles qui souffrent en silence. On a encore en mémoire ces cas de bavure au niveau des forces de défense de sécurité. On a parlé des cas emblématiques de Yirgou, mais il y a aussi ces cas au niveau individuel, comme le cas du jeune Lionel Kabouy, par exemple, où la famille toujours attend de savoir la vérité. On parle encore une fois de vérité. C'est ça le plus important surtout. Oui, c'est ça le plus important, la question de vérité. Parce que la vérité, pourquoi aller à la réconciliation nationale? Parce qu'il y a des problèmes qui enveniment notre vivre ensemble. Et quels sont les problèmes, quels sont les bourreaux, quels sont les commanditaires de ces problèmes? Il faut les identifier et chercher à savoir pour écrire pour l'histoire du pays. C'est ça la vérité. Et surtout pas exclure. Il y a les dossiers emblématiques, mais comme je l'ai dit, au-delà des dossiers emblématiques, il y a d'autres Burkinabés qui souffrent dans leur chair parce qu'ils ont été soit victimes de l'administration ou tout simplement de particuliers. Pour ne pas mettre la charrue avant les bœufs, on évite aujourd'hui peut-être de soulever trop de questions, mais les gens verront, si on veut être sincère dans ces processus de réconciliation, que même les questions politiciennes, que certains accusent donc le chef de l'État ou son ministre d'État de chercher à régler à travers ce soi-disant, pour eux, c'est soi-disant processus de réconciliation, c'est même la partie visible de l'iceberg. Les violences, que ce soit politiques, économiques ou autres, dont les Burkinabés ont souffert, sont 10 fois plus nombreuses que ce qu'on a comme situation emblématique. Donc, si on voudrait résoudre ces questions-là, qui concernent une grande partie de la population, mais qui sont inaudibles, on ne les entend pas, ils n'ont pas accès au micro, ils n'ont pas de structures qui prennent le relais de leurs problèmes, et eux, ils continuent de souffrir dans le silence. Et il faudrait que la réconciliation, comme je l'ai dit, traite ces questions visibles-là, mais que la cohésion aille jusqu'au fond, pour faire en sorte que, même si on ne peut pas corriger l'essentiel des questions
qui touche la grande majorité des Burkinabés, qu'au moins ça ne se reproduise plus, pour que la jeunesse, cette nouvelle génération des populations des Burkinabés qui est arrivée en âge de maturité, ne subisse plus les violences que ses parents ont subies dans le passé. Il y a, par exemple, l'un des cas, ce sont ces policiers du syndicat APN, l'Alliance politique nationale, qui attendent toujours d'être réintégrés. Exactement. Ou les des décisions de justice rendues, mais qui n'ont pas encore été intégrées. Exécutés. Ça aussi, c'est un problème. Voilà. C'est là où je dis les pathologies du fonctionnement social. Ça veut dire que les institutions ont été définies, ont été mises en place pour générer un vivre ensemble. Si on prend les textes du Burkina Faso, vous ne verrez pas de problème. Tout est prévu, puisque nos textes sont issus des processus extra-nationaux, au niveau des Nations Unies notamment, où la réflexion est bien faite, on prend les garanties pour qu'on ne lèse pas les uns et les autres, on reproduit ces textes-là au niveau national. En principe, il ne devrait pas y avoir de problème. Là où il y a problème, c'est que le fonctionnement humain, ceux qui sont appelés à appliquer ces textes-là, ce sont eux qui se laissent influencer par des paramètres qui ne sont pas visibles la plupart du temps ou qu'on a peur d'évoquer. Est-ce que cette fois-ci, on va les évoquer? Si on y arrive, on va résoudre les problèmes. Si on n'y arrive pas, on continuera de souffrir en tant que pays. Je dis cela parce que, justement, quand le processus est engagé ainsi, il faut aussi qu'au niveau des décideurs, notamment de l'exécutif, on commence par avoir le comportement qui va avec, l'exemplarité. Oui. Et je reviens encore au cas des membres de l'Alliance police nationale qui ont gagné tous les procès, mais jusqu'à présent, qui ne sont pas encore intégrés. Ça, c'est possible de régler ça maintenant pour donner un signal. Ah oui. Comme Zéphirin peut-être l'a fait avec Simon Compaoré. Même qu'on n'a pas besoin d'attendre le forum. Ça, on n'a pas besoin d'attendre un forum. Mais bien sûr. Et la plupart des cas qui sont pendant... Mais en n'exécutant pas cette décision de justice, on montre quelque chose. C'est des frustrations qu'on on continue montre quelque chose. Oui. Et ça, c'est le fonctionnement humain qui fait ça. Parce que comme j'ai dit, les textes sont clairs, les institutions ont fonctionné, le tribunal administratif, en différents stades, ont agi, ont dit de donner des décisions. Et voilà quelqu'un, une personne ou quelques-uns, quelque part, disent non, on n'appliquera pas ces décisions-là. C'est là la difficulté de la cohésion sociale. C'est ça la difficulté de la cohésion sociale. Comment on va résoudre ces mécanismes humains donc, qui agissent et qui font que la situation est pourrie aujourd'hui? C'est ça la difficulté. L'exemplarité dont on parle, tout le monde sait de quoi il s'agit. Les ministres ont un traitement qui est prévu par des textes, un décret règle la question, mais les agents qui travaillent dans les administrations voient une autre situation de lien entre les responsables politiques et les ressources publiques qui fait qu'eux aussi, au niveau de leurs syndicats, refusent d'accepter la trêve sociale dont on a parlé jusqu'à présent. Voilà, par exemple, un problème concret qui peut être résolu. Et ça on n'a pas encore une fois besoin d'un processus de réconciliation ou de forum pour régler. Il faut le faire maintenant. Certains ont raison de dire qu'en fait, c'est la gouvernance qui pose le problème. Et on peut douter. Mais non, on ne peut pas douter parce que la gouvernance, effectivement, si elle était vertueuse, il n'y aurait pas eu ces difficultés-là. Mais comment corriger justement le mal-fonctionnement de la gouvernance? C'est là où il y a besoin de ce forum. Parce que pendant que le processus est engagé, ce sont ces petits gestes qui tendant à corriger justement des petits dysfonctionnements comme ça, qui créent cette ambiance où tout le monde se met dans la dynamique de la réconciliation et de la cohésion. C'est très louable pour le chef de l'État d'avoir initialisé ce processus de réconciliation. Je ne reviens pas là-dessus. Mais en réalité, avec ces processus, il cherche à en faire un processus collectif, commun, que tous les Burkinabés adhèrent à cette vision politique-là. Autrement dit, le chef de l'État, en réalité, n'avait pas forcément besoin de mettre en place un ministère chargé de la réconciliation, parce que les grandes décisions qui font qu'on a besoin de la réconciliation, lui-même aurait pu les régler par des décrets. Il peut prendre des décisions aujourd'hui, régler la question de Blaise Compaoré, régler les autres situations qui sont pendantes, etc., etc. Prenons le cas des États-Unis. Vous savez tous que le mandat de Joe Biden a été placé sous le sceau de la réconciliation. Très curieusement, pour une des démocraties les plus avancées, on est surpris de voir qu'eux aussi parlent de réconciliation. Le pape François a dit que Joe Biden doit tout faire pour réussir sa réconciliation. Le jour de son investiture, après avoir été investi autour de 13h, 14h, il est rentré dans le bureau ovale et il a signé 17 décrets
dont la teneur porte effectivement sur les problèmes de la réconciliation aux États-Unis. Le chef de l'État aurait pu faire pareil. D'accord. On attendra de voir. Le processus, en tout cas, est bien engagé. Le parti de Blaise Compaoré, le CDP, espère aussi justement son retour. Le CDP qui continue de penser que la vérité des urnes n'a pas été dite à l'issue des élections couplées de novembre 2020. Le Congrès pour la démocratie et le progrès s'est battu vaillamment lors des élections présidentielles et législatives du 22 novembre et tous les membres du parti doivent être fiers et encouragés. Des félicitations de Eddy Komboigo aux militants à cette 69e session. Le CDP est sorti deuxième de ces élections avec 20 députés à l'Assemblée nationale. Eddy Komboigo se contente de ces résultats, mais rappelle à ses militants qu'ils ne reflètent pas du tout la réalité des urnes. Il est important que les militants du parti le sachent. Le CDP s'est battu vaillamment. Vous avez mouillé le maillot parce que les résultats donnés, certainement, ne donnent pas satisfaction et ne reflètent pas la réalité des urnes. Après plusieurs réunions, nous avons préféré laisser faire que de prendre les rues. Mais il faut, dans ce cas, vous armer de courage pour vivre 5 ans d'opposition encore. Et il en veut pour preuve des résultats de plusieurs communes qui n'ont pu être compilés manuellement. Les résultats qui ont été donnés, il y a plus de 90% de communes qui n'ont pas eu de compilation manuelle. Or, nous nous sommes entendus dans un dialogue politique que les résultats seront compilés manuellement d'abord et nous utiliserons l'informatique pour nous assurer que nous ne sommes pas trompés. Ils ont procédé à l'annulation de 289 bureaux de vote. 289 bureaux de vote, c'est théoriquement 144 500 votants. Voyez-vous, si nous continuons comme ça, je sais que la prochaine fois, si ce n'était pas le CDP qui était un parti d'expérience, un parti calme, je sais que le Burkina aurait tourné comme ça se passe dans les autres pays. Eddy Komboigo le dit haut et fort à ses militants de ne pas être découragés, car malgré tous ces résultats qui laissent à désirer, il reste convaincu que le CDP reste le premier parti populaire du Burkina Faso. L'heure est à la réorganisation des troupes pour les élections municipales et aucune tentative de fraude ne passera cette fois-ci. Il faut continuer la lutte. Il faut se réorganiser pour affronter 2021, dont les élections des municipales seront organisées. Restez courageux et montrez sur le terrain que cette fois-ci, il n'y a pas de tricherie à la CENI, il n'y aura pas de logiciel pour manipuler les résultats, parce que c'est des élections de proximité. L'opposition politique s'est vidée de plusieurs cadres pour la majorité. Eddy Komboigo est désormais le nouveau patron. À l'endroit de ceux qui sont partis, le chef de file de l'opposition estime que c'est leur droit. Quant au CDP et le CFOP, ils restent droits dans leur position et attendent de voir ce que l'avenir va réserver à ces démissionnaires. Saka Koulibaly, les élections municipales, justement, lors de la déclaration de politique générale du Premier ministre, et l'idée du report est évoquée. L'idée est reportée, mais comme vous le savez, ce sont des décisions qui doivent faire l'objet de consensus. Très certainement, ils vont engager des pourparlers avec les partis de l'opposition pour convenir non seulement du principe du report, mais aussi de la période à laquelle cela devrait être fait. Mais surtout expliquer pourquoi il faut reporter les élections. Est-ce par rapport à la dynamique de redécoupage au niveau administration c'est le principal argument. Ou la question sécuritaire, on n'en sait pas. C'est la principale raison qui est évoquée, le redécoupage qui est proposé. Faudrait-il encore qu'il y ait une entente sur ce redécoupage? Mais je pense que ce redécoupage peut prendre assez de temps, puisqu'il va falloir tenir compte des insuffisances des collectivités actuelles en termes de population, en termes d'accès aux ressources, en termes de viabilité de ces communes, par exemple, ou des régions, pour proposer des redécoupages. Parce que vous savez que la population qui y vit, elle est à la fois dynamique en termes économiques, mais elle est aussi constituée d'un ensemble donc, de courants culturels
Et il faut ajuster les deux pour qu'on ait à la fois un vivre ensemble entre les groupes qui constituent la région et aussi la viabilité économique de cette région. La viabilité économique, c'est important parce qu'on le voit déjà avec le processus de décentralisation. Ça fait un travail important. Je ne sais pas si on aura le temps de le finir même dans un an. Donc, je ne sais pas si conditionner les actuelles élections municipales à ces redécoupages administratifs, je ne sais pas si c'est vraiment pertinent. Encore faut-il que d'autres arguments viennent pour nous convaincre de cela. On attendra de voir. Edi Kombouego qui continue de penser que la vérité des urnes n'a pas été dite. Oui, mais je crois que c'est un discours politicien. Il ne va pas plus loin pour démontrer comment cela s'est fait. Il a juste retenu l'argument du comptage manuel qui n'a pas été effectif lors de la centralisation des résultats. Mais je pense que ces partis aussi, sur cette question, peut se sentir coupable parce qu'ils n'ont pas pris les dispositions qu'il fallait pour veiller à ce que ce soit comme ça. C'est peut-être pour ça que le président du CDP encourage ses troupes pour leur dire, dorénavant, nous allons veiller à ce que toutes les étapes soient conformes à ce qui est prévu dans la loi électorale. S'ils mettent les moyens qu'il faut, peut-être qu'ils auraient des meilleurs résultats. C'est certainement ce que le président Edi Kombouego veut dire. Lui qui pense que le CDP reste le premier parti populaire du Burkina. Pendant ce temps, il y a le NTD. Lui a été la révélation des dernières élections municipales. Le parti de Vincent Dabilgou accueille des démissionnaires, d'autres partis, des démissionnaires et non des moindres. C'est l'arrivée d'adhérents de taille à la famille NTD, le nouveau temps pour la démocratie qui a captivé tous les regards à la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an du parti. Adama Zongo, ancien président de la FEDABC et ancien maire de Tanguin d'Assouri, quitte le CDP pour déposer ses valises au NTD avec une forte délégation. C'est à partir des objectifs du NTD que nous avons décidé d'adhérer au NTD. Nous avons vu que, en tout cas, les objectifs du NTD sont des objectifs pour le renforcement de la démocratie, la liberté, et nous pensons que nous sommes partants pour cela parce que nous voulons la réconciliation de l'ensemble des fils et filles de notre pays. Bon, c'est toujours le même Adama Zongo que vous connaissez. C'est comme on dit, il est toujours le même, c'est lui que vous voyez comme ça. Voilà. Comme Adama Zongo, ils sont venus d'autres partis comme le MPP, la NAFA, le MPS, le Mouvement Soleil d'Avenir, la plupart des conseillers municipaux et également des novices en politique issus de plusieurs couches socio-professionnelles à adhérer au deuxième plus grand parti de la mouvance. Ces nouvelles adhésions sont bien accueillies par le premier responsable du NTD qui espère faire une percée au municipal après l'exploit aux législatives qui a donné 13 députés à la vague bleue. Au nombre des défis auxquels nous devons faire face en 2021, je citerai la tenue de notre 3e congrès ordinaire, en principe en avril ou mai 2021, notre participation aux élections municipales de mai 2021 si ce n'est reporté, la conquête des mairies. Aussi, est-il judicieux de renforcer le dynamisme du parti dans le sens de consolider nos acquis et surtout d'accroître nos capacités sur l'échiquier politique national en perpétuelle mutation. Cette nouvelle année commence donc bien pour le NTD et le souhait de cette famille politique est de rester soudés et unis pour de nouvelles victoires. Quand il y a des élections, un parti qui naît et qui ne gagne pas aux élections est un parti faible. Nous avons montré à la face de l'opinion nationale que nous sommes un parti fort, nous sommes un parti légitime, nous sommes un parti juste, nous sommes un parti des masses, nous sommes un parti qui a la vision. Je vais aussi vous dire que vous ne devez pas prendre la situation liée à la distribution des postes institutionnels, c'est-à-dire le gouvernement, pour penser que c'est ça qui consiste à faire la politique. Le NTD se positionne aujourd'hui comme la 3e force politique du Burkina Faso avec 13 députés à l'Assemblée nationale et 625 conseillers municipaux à travers tout le pays.
Seka Coulibaly, Adama Zongo, du CDP, de la FEDABC surtout, au NTD. Oui. Je pense pour moi c'est quand même une surprise, étant donné le parcours de ces personnages politiques-là, qui a fait toutes ces classes au CDP et dans les structures alliées, notamment la FEDABC, qui a aussi donné de lui-même, après donc, les événements de 2014, qui a fait de la prison, etc., qui aujourd'hui change de cap. Il faut peut-être une introspection pour pouvoir expliquer que ce poids lourd quand même du parti anciennement majoritaire qui est le CDP tourne kazakh et se retrouve donc dans l'un des partis aujourd'hui. C'est peut-être un signe de la décrispation de l'ambiance politique. Il faut dire peut-être que là, c'est aussi un symbole de la réconciliation. C'est en cela que je voulais arriver. C'est peut-être qu'aujourd'hui, on est en train de voir que les objectifs sociétaux, l'intérêt général, devraient primer sur les appartenances partisanes. C'est peut-être pour ça que là où les uns et les autres pensent pouvoir être le plus utiles, ils vont déposer leurs valises là-bas, de sorte qu'ils puissent contribuer un peu mieux qu'ils ne le font dans le parti d'où ils sont partis. Vous savez que les grands partis ont cette problématique. Et là, il faut compter l'UPC, il faut compter le MPP, il faut compter le CDP. Et lorsque ce sont des grands partis, il y a de la bousculade pour accéder aux postes visibles, si bien que forcément ça fait des victimes. Et les uns et les autres peuvent se retrouver dans les partis qui étaient encore des partis de deuxième zone, de niveau moyen, dans un passé récent, qui sont en train d'émerger, comme le NTD. Qui devient un baobab. Voilà, qui est en train de devenir... Adama Zongo pourrait politiquement se relancer voilà, exactement, dans un tel parti. à partir de Tanguy Ndasouri, donc, et le NTD, il peut faire encore une autre carrière devant lui. Merci. Abdel Kader, nous sommes en fin d'émission. On imagine que dans ce processus, vous êtes engagé sûrement avec aussi une série d'activités pour soutenir le processus de réconciliation. Oui, nous sommes engagés pour accompagner cette initiative de réconciliation lancée, mais dans une perspective aussi de savoir que la question du retour des exilés politiques, il faudra faire très attention. Et le retour du président Blaise Compaoré, l'image qui tourne aujourd'hui sur la toile là, oui, ça fait un peu... est une image qui ne devait pas sortir, c'est sortir, il faut que les gens en tirent les conséquences. Mais le retour de Blaise Compaoré est imminent. Il faut rapidement travailler à son retour, mais pas conditionner ses retours dans une situation où il sera au Burkina Faso cloîtré. Les exilés politiques, dans cette dynamique de réconciliation, cloîtrés entre quatre murs et les privés de la liberté d'expression et de mouvoir et de faire mener librement leur activité. Si c'est le cas pour cette question de réconciliation, nous-mêmes, nous allons conseiller aux exilés politiques de rester là où ils sont. D'accord. Merci. Mamadou Abdel Kader Traoré, vous êtes le coordonnateur du mouvement pour le retour du président Blaise Compaoré. Merci. Seka Coulibaly, merci. Merci. Ça sera tout pour ce soir. Merci. Excellente soirée sur BF1 et bonne reprise de travail demain.